Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous avez bien profité du déjeuner. Merci d'être avec nous cet après-midi dans ce bel auditorium de Micropolis Besançon pour une séance plénière qui porte le numéro 4 et qui sera consacrée à l'évolution des services publics de l'énergie, de l'eau, mais aussi du numérique face aux défis du changement climatique. Je suis Nathalie Ricaille et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette session. Nous allons passer près d'1h30 ensemble et pour que votre information soit complète, sachez que cette séance plénière est organisée dans le cadre d'un partenariat avec l'association Météo Climat, reconnue d'utilité publique et présidée par le climatologue Jean Jouzel. Météo Climat propose des colloques, des journées scientifiques, des rencontres, débats et des expositions. Elle coordonne notamment depuis 2004 le Forum international de la météo et du climat. Parmi ses missions, effectivement, sensibiliser aux enjeux du changement climatique, mais aussi favoriser le dialogue entre experts scientifiques et décideurs socio-économiques ou politique. Et ça tombe bien, puisque c'est précisément ce que nous allons faire maintenant avec un panel d'intervenants de haut niveau que je vais bientôt rejoindre puisqu'ils sont déjà installés sur scène. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais je vous demande de me faire confiance et d'ores et déjà de les accueillir avec quelques applaudissements. Alors, notre panel en présentiel n'est pas tout à fait complet. Il nous manque quelqu'un, figurez-vous. Cette personne à qui je vais d'ailleurs donner la parole en premier et qui a eu des déboires. Mais alors, je ne vous raconte pas, on est en contact avec elle depuis... voilà, et ça la fait déjà sourire. On est en contact avec elle depuis le milieu de matinée. Si vous avez été connecté aux réseaux sociaux ou au site d'information ce matin, vous savez qu'il y a eu un incendie dans un tunnel ferroviaire. Notre invitée Valérie Masson-Delmotte en a fait les frais. Elle a tout essayé pour nous rejoindre, mais ça n'a pas été possible. Du coup, elle a retrouvé refuge, on m'a dit, dans un gîte. C'est ça, Valérie ? Oui, bonjour. Je suis en Bourgogne, à mi-chemin, où j'ai été coincée suite à ce problème de feu de végétation, je crois. Et donc, c'est un excellent contexte pour parler de résilience. Vous savez, la capacité à faire face à des événements ou des perturbations et se réorganiser de manière à finalement répondre aux besoins essentiels. Exactement, je n'aurais pas pu mieux le dire. Merci en tout cas pour votre bonne humeur, Valérie, et effectivement votre capacité d'adaptation. C'est un mot qui reviendra aussi beaucoup dans nos échanges cet après-midi. Je vous présente, même si la plupart d'entre vous dans la salle connaissent sans doute votre parcours. Vous êtes physicienne, paléoclimatologue, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et puis aussi et surtout peut-être, en tout cas pour cet après-midi, vice-présidente du groupe 1 du GIEC pour le 6e rapport d'évaluation. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, Valérie, pour que nous puissions brosser ensemble finalement les contours de ce contexte de dérèglement climatique que nous subissons aujourd'hui et encore évidemment pour les années à venir. Mais sur scène, à côté de moi, allez, on fait un tour d'horizon avant que vous ne preniez chacun la parole. Le plus éloigné de moi, c'est Eric Farabaud, attaché de direction économie du système électrique en charge du pôle nouveaux usages, rupture et résilience. Merci d'être avec nous, Eric. À côté d'Eric se trouve Sophie Martinoni-Lapierre, directrice de la climatologie et des services climatiques au sein de Météo France. Merci également d'avoir fait le déplacement, Sophie, qui arrive de Toulouse. Vous allez voir que nos intervenants viennent d'un peu partout et c'est ça qui est bien aussi. Plus près de moi, Xavier Nicolas, trésorier de la FNCCR, organisatrice de ce beau 39e congrès. Merci d'être là. Vous êtes le référent transition énergétique au sein de l'association. Vous êtes aussi président d'Énergie Eure-et-Loire et président du syndicat intercommunal de production et de distribution d'eau potable du Val Saint-Cyr. Une double casquette, une triple casquette du coup si on inclut celle de trésorier de la FNCCR qui sera bien utile pour servir de prisme pour nos échanges de cet après-midi. Et puis juste à côté de moi, Agathe Euzen. Bonjour Agathe, vous êtes anthropologue, responsable de la cellule eau du
CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes co-directrice du PEPR One Water, eau bien commun. Et effectivement, tout est dans le titre, c'est de la préservation de la ressource en eau que nous allons parler avec vous cet après-midi. Je me tourne vers vous, Valérie, si vous le voulez bien, pour lancer les débats. La dernière décennie, 2010-2019, était plus chaude de 1,2 degré que la fin du 19e siècle. Comment, en quelques mots, ce réchauffement se traduit-il déjà aujourd'hui? Alors, d'abord à l'échelle du monde, on évoquera le cas plus particulier de la France juste après. Comment ce réchauffement se traduit-il? Quels sont les phénomènes à l'œuvre? À quoi faut-il s'attendre demain? Un beau petit package de questions pour vous, pour commencer, pendant qu'on projette aussi la diapositive que vous nous aviez gentiment fait parvenir, Valérie. Oui, alors au niveau mondial, on a réactualisé avec une soixantaine de scientifiques du monde entier l'état des lieux. Donc on en est à un rythme de réchauffement encore plus prononcé sur les derniers 10 ans. 0,26 degrés de plus en une décennie, 4/5 dû à l'effet des gaz à effet de serre que l'on émet dans le monde, et 1/5 dû à la réduction des émissions de particules de pollution qui masquaient une partie du réchauffement avec un effet parasol. On enlève cet effet parasol, ça contribue au réchauffement. Et dans le monde, l'année 2023 a été la plus chaude enregistrée parce que à ces tendances dues à l'influence humaine sur le climat, de manière temporaire, s'est superposée la variabilité spontanée du climat, notamment l'événement El Niño dans les tropiques. Ces années sont les années records. Et le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents, en Europe, en France, que la moyenne planétaire, quasiment 2 fois plus prononcée. Par ailleurs, donc, un climat qui se réchauffe, eh bien, c'est un recul des glaciers, c'est un océan qui accumule de la chaleur et gonfle. Et de ce fait, c'est une accélération de la montée du niveau de la mer. Le niveau de la mer a monté de 20 cm depuis 1900. Il monte maintenant de plus de 4 mm par an. Et on commence à en voir les effets, par exemple, avec les événements de niveau marin record lors des tempêtes, ou bien les inondations chroniques à marée haute, comme à Cayenne, ou dans certains cas, une augmentation d'intrusion d'eau salée ou l'érosion du littoral. Et puis, dans un climat qui se réchauffe, eh bien, il dope un ensemble d'événements extrêmes, notamment les vagues de chaleur sur terre et en mer. Il dope le cycle de l'eau qui devient plus intense, plus variable, avec une augmentation des saisons, des événements de pluie extrêmes et de sécheresse agricole qui touchent à l'humidité des sols extrêmes dans toutes les régions. Quelques exemples récents. Vous avez certainement vu que du côté du Proche-Orient ou de l'Inde, on a dépassé des températures de 50 degrés. On voit qu'on est là sur des limites pour la santé, bien sûr. On a également eu en France, en 2022-2023, finalement, la quasi-totalité de la manière dont le cycle de l'eau reflète cette intensification, des situations de pluie extrême et de sécheresse qui ont mis à mal en fait les capacités de gestion de risque et de réponse. Et puis un climat qui se réchauffe, ça augmente aussi les conditions sèches et chaudes qui sont propices aux incendies. Ça se voit partout dans le monde. Par exemple, l'été dernier en Grèce ou bien au Canada, dans des contextes différents. Et donc, ça touche tous les secteurs d'activité, ça touche les réseaux de distribution de l'énergie, la demande d'énergie ou de refroidissement. Cela touche toute la gestion de l'eau, l'approvisionnement de l'eau potable, la gestion de l'eau, la protection des écosystèmes aquatiques, la gestion de risques d'inondation. Ce que l'on voit également, c'est que finalement, il faut bien comprendre que les enjeux posés par ce changement climatique et l'aggravation de ses conséquences sont de 3 natures. Le premier défi, c'est d'agir sur ses causes, les émissions de gaz à effet de serre. La nouvelle intéressante, c'est que dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre, estimées en 2023, sont assez proches du niveau estimé avant la pandémie en 2019. Il est encore trop tôt pour pouvoir discerner si c'est le début d'une stabilisation, voire d'une baisse. Mais en tout cas, il y a une baisse en Europe, il y a une baisse aux États-Unis et la baisse en Chine est attendue prochainement. Donc l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien sûr essentiel.
parce que l'ensemble des caractéristiques du climat dans chaque région, des facteurs générateurs d'impact, vont dépendre du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi vont dépendre de nos capacités de réduire l'exposition à ces facteurs, les vulnérabilités, par justement la gestion de risques, le renforcement de l'adaptation. Et quand cette capacité est dépassée, c'est là où on observe une augmentation des pertes et dommages, et c'est le cas en France, c'est le cas dans toutes les régions du monde, avec également des questions sur l'assurabilité des communes, les coûts des assurances, dont on voit qu'ils sont mis sous tension avec ce climat qui se réchauffe. On va y revenir effectivement sur tous ces aspects dans le courant de la table ronde. Merci du coup d'avoir bien posé à la fois les enjeux et les défis, Valérie. Juste un mot quand même, je suis tombée sur une interview que vous aviez accordée aux médias Reporters récemment, dans laquelle vous disiez le changement climatique va aussi frapper de plein fouet les écosystèmes, bien sûr, mais les personnes les plus vulnérables également. Gérer le dérèglement climatique, c'est aussi le faire dans un esprit de justice sociale, c'est nécessaire. Oui, bien sûr. Et dans le monde, on a en fait des responsabilités inégales sur les émissions de gaz à effet de serre. 10% des personnes, 40% des émissions. La moitié de la population mondiale qui a souvent un manque d'accès à des services de base, moins de 15%. Là où les émissions sont les plus élevées, c'est là où on a la plus grande capacité à agir. Et puis, on a quasiment la moitié de la population mondiale dans des contextes hautement vulnérables, et donc qui prennent de plein fouet les conséquences directes ou via les écosystèmes de ce climat qui change. Et on peut souligner qu'on a en France certains territoires qui ont déjà atteint des limites d'adaptation du fait de l'accroissement de la sinistralité et du désengagement de certains assureurs. Donc ça concerne aussi nos territoires. Moi, j'ai été très frappée récemment par des auditions que j'ai faites avec la présidente de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais, qui était en première ligne pour les 65 000 personnes déplacées, et le directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte, qui a géré la crise de l'eau et maintenant la crise du choléra. Et donc, on voit qu'on touche à des enjeux très durs. On sait également que dans les vulnérabilités, eh bien, cela concerne les personnes aux revenus les plus modestes partout, les personnes qui habitent dans les zones inondables, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont plus fragiles, par exemple, à la chaleur, et tout particulièrement les enfants. Les enfants sont vulnérables, ils résistent moins, par exemple, à la déshydratation face aux vagues de chaleur, et ils sont aussi vulnérables lorsqu'il y a des perturbations de la continuité d'accès à l'éducation. C'est un enjeu extrêmement important, et lorsqu'il y a des ruptures d'approvisionnement en eau, lorsqu'il y a des inondations, ça touche directement l'accès à l'école, et c'est aussi des pertes de chance très importantes. Merci. Et donc, on parle ici en fait vraiment des enjeux de service public. Et les vulnérabilités, elles peuvent venir de défauts d'anticipation, d'adaptation, de résilience des systèmes d'approvisionnement, justement, et l'enjeu de les adapter, de les transformer pour qu'ils fonctionnent dans un climat qui change face à ces aléas, c'est extrêmement important pour justement réduire les vulnérabilités. Alors merci, vous allez un petit peu trop vite pour moi Valérie, mais vous avez raison de poser le débat dans ce sens-là. Restez avec nous, je reviendrai vers vous dans quelques instants. C'est plus difficile à distance, évidemment. Je voudrais donner la parole à Sophie Martinoni-Lapierre, je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice de la climatologie et des services climatiques au sein de Météo France. Et puis, contrairement à ce que vous pensez peut-être, Météo France, ce n'est pas que la météo, c'est aussi le climat. Votre mission, c'est également d'observer, d'aider à comprendre le changement climatique. Et dans cette perspective, Météo France produit notamment des projections climatiques à l'échelle nationale, mais aussi régionale. Valérie Masson-Delmotte vient d'esquisser un premier panorama du dérèglement climatique et de ses impacts à l'échelle mondiale. On sait que l'Europe de l'Ouest se réchauffe plus vite que toute autre partie de la planète. Où est-ce qu'on en est déjà aujourd'hui? Quelles sont les perspectives qui se présentent en France dans les décennies à venir? Bref, quelle est la trajectoire de réchauffement qui se présente à nous aujourd'hui, Sophie? Merci. Alors effectivement, vous connaissez sans doute Météo France pour les missions de sécurité météorologique qui nous incombent. Et nous avons dans nos missions le climat depuis fort longtemps, mais le changement climatique seulement depuis 2016. Nos missions ont été étendues en 2016 au changement climatique.
et nous travaillons à produire des services qui sont utiles donc à la communauté à la fois scientifique, mais également à vos communautés, c'est-à-dire les décideurs publics, les techniciens sur le terrain. Et au-delà des services météorologiques liés à la prévision, nous produisons des services climatiques qui s'appuient sur les simulations climatiques. Simulations climatiques dont je précise qu'elles sont en partie réalisées à Météo France, mais aussi réalisées dans de très nombreux autres laboratoires, dont l'IPCL, bien sûr. Alors, effectivement, l'Europe fait partie, et le continent qui se réchauffe le plus vite. Valérie Masson-Delmotte l'a dit tout à l'heure, les surfaces continentales se réchauffent plus vite. Il y a un réchauffement qui est aussi plus important au voisinage de l'Arctique. Et donc la France est en première ligne dans cette question de réchauffement climatique avec une dynamique qui est particulièrement importante. Sur la dernière décennie pour la France, on s'approche en fait de ce réchauffement de plus 2 degrés quand on entend, on approche au fur et à mesure des années qui passent. Donc on y est presque. On a atteint ce stade. Donc on flirte avec les 2 degrés. Voilà, on a déjà fait on a déjà eu un changement de climat très important. Ça, faut en être bien conscient. Et on traverse une période avec une dynamique de changement également très importante, ce qui fait que les enjeux de l'adaptation s'imposent et vont continuer de s'imposer. Alors dans ces projection climatique, dans la prospective climatique, on a toujours cette difficulté de choisir un scénario d'évolution. Et ça ajoute une incertitude aux incertitudes qui sont aussi celles des modèles et qui peuvent parfois être difficiles à saisir. Donc pour aider à la politique d'adaptation, surtout pour qu'on ait une démarche d'adaptation cohérente, le gouvernement a proposé une trajectoire de réchauffement de référence. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous donne une cible, un horizon commun d'adaptation. Et cet horizon, donc, c'est une France à plus 4 degrés en 2100. Alors, Valérie, bien mesurer ce que ça veut dire. Voilà. France à plus 4 degrés à 2100. Donc, plus 4 degrés à 2100, c'est un changement très important. Néanmoins, si vous vous demandez est-ce que c'est un scénario plutôt pessimiste, un scénario plutôt optimiste, je vous dirais que c'est un scénario intermédiaire. Donc, c'est un choix qui s'appuie sur la connaissance actuelle et notamment sur les engagements qu'ont pris les États et sur les éléments de prospective qui peuvent être faits aujourd'hui. Une France à plus 4 degrés, c'est un monde à plus 3 degrés, hein, puisqu'on l'a dit, la France se réchauffe plus vite que le monde. Et dans la trajectoire, on a ces étapes là qui s'affichent sur l'écran qui montrent donc un réchauffement à plus 2 degrés en 2030. Si vous avez bien écouté, ce plus 2 degrés, on y est presque. Donc en fait, l'horizon 2030, c'est le climat d'aujourd'hui, quasiment. Quelqu'un disait dans une table ronde ce matin, on a aujourd'hui le climat qu'avait Lyon il y a 20 ans, d'une certaine manière. On le verra tout à l'heure en image, justement. Voilà, ça fera partie des illustrations. Exactement. Plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Donc voilà, ça conduit à des changements énormes, en fait, en particulier en matière d'élévation de température, puisqu'on doit s'attendre à avoir des vagues de chaleur beaucoup plus fréquentes, plus longues, plus précoces, plus tardives également. Et on doit se préparer, entre autres choses, à cette modification de température. Alors toutes les deux, hein, Sophie Martinoni-Lapierre, Valérie Masson-Delmotte, depuis tout à l'heure, je vous entends dire faut s'adapter, faut s'adapter, faut s'adapter, effectivement. Mais comment on trouve ces nouvelles réponses? Valérie, je me tourne à nouveau vers vous. Essayer de résoudre un problème d'aujourd'hui et de demain avec les réponses du passé, ça n'a pas marché. Il faut qu'on change de logiciel. Ouais. Oui, tout à fait. Et comme je le disais, on est devant 3 défis. Décarboner, garder le cap de la décarbonation dans tous les secteurs. C'est une condition clé en agissant sur les causes. Et aujourd'hui, les politiques publiques dans le monde, elles nous emmènent vers un réchauffement de 3 degrés en fin de siècle. Si les engagements à horizon 2030 sont tenus, ça peut être 2,5 degrés. On peut encore gagner. En fait, on peut rendre plus plausible une stabilisation du réchauffement à des niveaux plus bas. Ça, c'est la première chose. C'est une condition clé. Ensuite, la deuxième chose, c'est s'appuyer sur les connaissances que l'on a des acteurs, des territoires, des secteurs, pour identifier où sont les vulnérabilités, où sont les expositions aux aléas climatiques. Ensuite, sur les connaissances qui sont produites par Météo France, par les autres acteurs de la recherche académique, pour identifier justement les facteurs générateurs d'impact, la fréquence, l'intensité des extrêmes chauds, des pluies extrêmes, des sécheresses, des événements composites ou en cascade, pour chaque secteur,
de sorte à fournir une information qui permet de mieux anticiper des situations à risque. Et puis ensuite, par rapport à que chaque, par exemple, collectivité territoriale va définir comme niveau de risque tolérable, et bien définir quels seront les besoins d'adaptation. Et pour cela, il y a besoin de faire évoluer les référentiels. Aujourd'hui, les référentiels, par exemple, pour la gestion de risques d'inondation, n'intègrent pas l'augmentation des pluies extrêmes et leur ruissellement. Les référentiels pour le bâtiment n'intègrent pas le confort thermique sur la durée de vie du bâtiment. Donc, ce sont quelques exemples qui illustrent à quel point on a besoin de faire évoluer les référentiels, éclairés par exemple par cette trajectoire de référence pour l'adaptation en France, qui va décrire le niveau de réchauffement en France, mais pour laquelle il faut aussi regarder finalement les événements extrêmes, les événements à fort impact et s'y préparer. Je vous donne un exemple. Rapidement, vous savez, Valérie. Le premier événement chaud qui a eu un impact énorme sanitaire, c'était la vague de chaleur de 2003. En été, notamment en région parisienne, mais aussi sur d'autres parties du territoire français. Une vague de chaleur comme celle-ci, dans le climat d'aujourd'hui, elle peut atteindre 4 degrés de plus. Et donc, l'enjeu, c'est faire en sorte que les infrastructures prévues et les infrastructures existantes, finalement, soient réexaminées, modifiées, de sorte à faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et notamment, par exemple, pour les réseaux de distribution de l'électricité, les réseaux numériques, mais aussi les réseaux associés à la distribution de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées. Eh bien, on va précisément, merci, vous me tendez une perche, je la saisis Valérie, on va précisément rentrer dans le détail maintenant de ces trois thèmes qui fondent notre table ronde, en commençant par parler d'énergie avec vous, Éric Farabaud, je le disais tout à l'heure, vous êtes attaché de direction économie du système électrique en charge du pôle nouveaux usages, rupture et résilience au sein de RTE, c'est vous donc qui gérez le réseau de transport. En matière d'énergie, précisément, quels sont les défis qui se posent aujourd'hui au service public pour passer ce cap de l'adaptation qu'évoquaient Sophie Martinoni-Lapierre et Valérie Masson-Delmotte, continuer donc à apporter une réponse pertinente aux besoins des habitants, et de quelle manière vous y prenez votre part en tant que RTE? Oui, merci. Eh bien, effectivement, il nous faut passer le cap de l'adaptation, et avant de parler de cette adaptation, finalement, j'aimerais revenir sur le contexte climatique dans lequel il va falloir faire cette adaptation, puisque finalement le premier effet du changement climatique, c'est de nous plonger au cœur des enjeux de la transition énergétique. Et de ce point de vue, le système énergétique et le réseau de transport ont des défis majeurs à relever. Et donc c'est ça que j'aimerais rappeler, avant même de se poser la question de comment nous adaptons les infrastructures. Il faut déjà se mettre dans l'esprit que nous allons avoir besoin de transformer ce système électrique. Aujourd'hui, on consomme 1600 TWh d'énergie, toutes énergies confondues, pétrole et gaz aussi. Or, il faut s'en dispenser d'ici 2050. Ça signifie d'abord réduire nos consommations d'énergie, moins 40% selon la stratégie nationale bas carbone. Et malgré cette réduction globale de toutes les consommations d'énergie, il faudra produire plus d'électricité, puisqu'il faudra transférer, par exemple, pour les véhicules électriques, pour le chauffage, pour des processus industriels, transférer ces énergies vers l'électricité. Donc ça veut dire produire plus d'électricité. Donc les leviers pour cela, ça signifie faire de l'efficacité énergétique, faire de la sobriété, développer des énergies renouvelables, développer du nouveau nucléaire. Tous les défis de la transition énergétique, finalement. Tous ces défis, et ce, dans un climat qui change déjà. Et donc, il faut que ces nouvelles productions et ce nouveau réseau soient robustes au climat que nous allons rencontrer dans les années à venir. Donc, voilà le premier point. Oui, précisément, et on voit bien à quel point parfois les injonctions peuvent paraître paradoxales au premier abord, et en même temps il faut faire avec ce contexte qui est si particulier et adapter les infrastructures aux risques climatiques. C'est précisément ce que vous étiez en train de nous dire. Très concrètement, ça se matérialise comment ? Vous nous avez apporté quelques illustrations, je pense on va les passer. Voilà. Alors ce changement climatique, il a d'abord des impacts sur l'ensemble du système. L'ensemble du système, c'est-à-dire la production, le transport, la distribution, la consommation. Et je vais en citer quelques-uns ici. Alors on peut noter que certains sont en quelque sorte facilitateurs pour la gestion du système électrique. Mais la plupart, il faut bien le reconnaître, sont plutôt de nouvelles contraintes. Alors des impacts, il y en a sur la consommation d'électricité déjà.
On peut remarquer qu'en hiver, les hivers seront probablement plus doux, donc on a a priori moins besoin de chauffage électrique. Ça, c'est plutôt pour le système, en tout cas pour le système électrique, plutôt une nouvelle qui facilite les choses. Mais oui. moins d'énergie, globalement, ça ne dispense pas d'avoir à affronter des vagues de froid qui en plus peuvent désormais se positionner à des moments où nous n'avons pas non plus de vent qui permet de faire tourner les éoliennes. Donc on aura toujours quand même à faire face à ces moments potentiellement critiques en hiver. En contrepartie, en été, plus de consommation d'électricité, probablement en climatisation. Et à supposer encore que ce soit de la climatisation faite de manière efficace, puisqu'il ne faut pas non plus tomber dans la maladaptation que sont l'utilisation de ventilateurs ou de climatisation de mauvais rendement. Ils font que brasser de l'air, ouais, c'est ça. Voilà. Des nouveaux usages aussi, alors les piscines, les choses comme ça, qui seront plus ou moins pérennes. Mais oui, il y a des canons à neige désormais dans les stations de sport d'hiver. Alors ça ne durera peut-être pas longtemps, mais ça fait du coup une transformation du côté de la consommation d'électricité. On peut discuter de la pertinence, mais ça existe. C'est ça que tu es en train de nous dire. Voilà. Et en regard, la production d'électricité est elle aussi affectée, que ce soit la production hydraulique. Bien sûr, on pense aux sécheresses, des barrages moins remplis, mais aussi la fonte de la neige qui arrive plus tôt dans l'année. Ça fait des rivières qui sont en crue plus tôt dans l'année. Et il faut savoir que l'hydraulique, ce n'est pas seulement les barrages, c'est aussi tout ce qui est produit au fil de l'eau dans ces rivières. Donc ça change aussi, ça perturbe aussi ce système de production. En été, des fleuves moins remplis, c'est aussi moins de capacité de refroidissement pour les centrales nucléaires. Donc ça pose la question de peut-on déroger à ces règles qui visent quand même à respecter l'environnement? La réponse c'est oui, mais c'est un impact écologique, donc la solution n'est certainement pas dans une dérogation de grande ampleur. On est plutôt obligé de réduire la capacité de production de ces centrales et dans le futur les localiser là où il y a des sources de refroidissement pérennes. Alors, une bonne nouvelle sur la production, c'est... Bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir, allez-y. C'est la production solaire. Effectivement, le photovoltaïque, on peut s'attendre à ce qu'il produise beaucoup. Alors, ce qui est peut-être pas mal, c'est qu'il peut produire en même temps qu'on a besoin de climatisation. Donc ça, à la limite, ça peut être un facteur plutôt facilitant. Mais dans ces périodes-là, il n'y a pas de vent, souvent. Donc, on n'aura pas la production éolienne à ces moments-là. Donc, on voit bien que c'est tout un ensemble d'équilibres qui se transforment et qui, du point de vue du réseau et de la gestion du système, implique d'abord d'avoir plus de capacité de stockage pour faire face aux sécheresses, aux périodes sans vent, au solaire, etc. Donc des capacités de stockage à différentes échelles de temps, plus de réseaux pour évacuer cette production nouvelle, plus de réseaux et plus d'interconnexions pour bénéficier aussi de tout ce qui peut foisonner entre de la production éolienne de mer du Nord, du photovoltaïque dans le Sud, du nucléaire en France ou ailleurs, etc. Et donc, plus de réseaux, voilà. Et puis des réseaux qui s'adaptent aussi au changement, à la nouvelle donne du changement climatique. J'arrive pas à... Voilà. On peut parler de la réalité de ces pylônes qui vont devoir évoluer dans les années à venir. C'est aussi extrêmement concret, on n'y pense pas toujours. Alors voilà, on va rentrer dans le concret. Je vais faire la minute de l'ingénieur. Allez. Pour vous expliquer un impact finalement qu'on peut se représenter assez facilement des canicules et des fortes chaleurs, c'est l'impact sur les lignes aériennes. Les lignes aériennes qui ont donc des conducteurs qui, en chauffant, se dilatent et donc se rapprochent du sol. Et donc la question c'est la sécurité que représente ce rapprochement du sol. Bien entendu, il y a des distances minimum de sécurité qui sont fixées par arrêté qu'il faut respecter. Si maintenant le climat est plus chaud, et en particulier on l'a déjà vu dans les vagues de chaleur précédentes, eh bien on risque d'entrer dans ces distances de sécurité. Il nous faut donc trouver des réponses. Ces réponses, c'est d'abord de réduire le transit dans les lignes, mais dans ce cas-là, on perd la capacité de transport sur le réseau. Ou bien c'est de rénover ces lignes en prenant des câbles qui se distendent moins avec la chaleur, avec des nouveaux composants. Rehausser les pylônes, mais ça c'est quand même déjà de la maintenance, enfin du renouvellement. Et puis enfin, à mesure que les lignes sont vieillissantes, nous sommes amenés à les renouveler et nous les renouvelons avec des caractéristiques qui permettront de tenir une température finale de 85 degrés. Alors 85 degrés, ce n'est pas la température ambiante, mais c'est la température que peut atteindre un câble si on a une forte chaleur dans l'air ambiant.
éventuellement limité un petit peu par le vent, mais on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de vent en général en plein été. Et puis un échauffement qui est dû aussi au transit dans la ligne. C'est le petit graphique à droite. Donc par rapport à une température ambiante, il y a ces trois phénomènes et qui doivent rester sous une température maximale. Cette problématique, elle est loin d'être anecdotique, Éric Farabaud, parce qu'en préparant cet entretien, vous me disiez qu'aujourd'hui, en termes de lignes existantes, on avoisinait les 100 000 kilomètres. Alors, le 100 000 km, c'est la longueur totale du réseau électrique de RTE. Alors, la plupart des très grosses lignes, c'est la 400 000 volts, 225 000 volts, ont des températures élevées de fonctionnement. C'est plutôt sur les réseaux de répartition ou des lignes anciennes, parce que certaines lignes sont presque centenaires désormais, bien sûr. Ont été construites avec des températures d'exploitation qui sont, pour certaines, de l'ordre de 45 ou 50 degrés. Donc c'est celle-là qu'il faut réhabiliter en priorité. Et effectivement, nous avons tout un programme qui s'inscrit dans le cycle de renouvellement du réseau, puisque de toute façon, ce réseau, il faut le renouveler au fur et à mesure. Donc voilà, mais désormais, notre objectif, c'est que toutes ces lignes à terme puissent tenir ces 85 degrés, avec dans la fixation de ce chiffre, l'idée qu'une dizaine de degrés sont justement la marge que l'on se donne pour faire face aux températures qui vont augmenter dans les années à venir. Ça, on met le curseur de telle manière qu'on puisse se projeter à moyen et voire à long terme sans devoir réinvestir et réintervenir très, très, très rapidement. On le voit, hein, Xavier Nicolas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le trésorier de la FNCCR, mais d'abord président d'Énergie Eure-et-Loire. En tant qu'élu local, comment vous réagissez à ce qui vient d'être rappelé en termes de réalité du dérèglement climatique et d'impact sur le système électrique par Éric Farabaud, et qu'est-ce que comment ça résonne chez vous, eu égard à la réalité d'élus que vous côtoyez au quotidien? Comme l'a dit Éric, hein, les enjeux sont considérables. Et les problématiques qu'il a évoquées sur le réseau de transport RTE, nous les vivons sur le réseau de distribution. En fait, la limite entre nous, c'est 50 000 volts. Donc, en fait, bon, lui, c'est 50 000 volts. C'est pour ça qu'on a mis Sophie au milieu, en fait. Voilà, elle nous sépare. Voilà. Et donc, il a le 90 000 volts qui arrive au poste source. Et puis, à partir des postes sources, nous distribuons du 20 000 volts. Et puis ensuite, du 230 volts dans les quartiers. Voilà. Et nous sommes confrontés aux mêmes problématiques. Donc, on a un réseau, qui, par contre, qui est... on va dire, lui, il s'occupe des autoroutes de l'électricité, et puis nous, on a les routes départementales et communales. Et alors, bien sûr, nous avons ce problème du vieillissement du réseau. Éric rappelait certaines lignes sont centenaires, et je rappelle que comptablement, elles s'amortissent sur 40 ans. Bon. Donc, après, voilà, il faut se poser la question des investissements à réaliser. Oui, vous me le disiez hein, au moment où on a préparé la table ronde, on ne va plus pouvoir se contenter de faire de la super maintenance. Éric le rappelait aussi, hein, ça a été très longtemps le driver finalement, c'est de se dire, bon ben là ça vieillit un peu, donc on va mettre le paquet là. Ici on est dans une autre logique. Il faut changer de paradigme, on n'est plus dans une maintenance, on doit être véritablement dans une politique d'investissement. Ce matin en séance plénière, Marianne Legnaud, la présidente du directoire d'Enedis, a lancé une politique maintenant d'investissement de 5 milliards par an sur le réseau de distribution. Alors, le réseau de distribution nous appartient à nous, collectivités, et nous avons un contrat de concession avec Enedis. Nous-mêmes, nous sommes investisseurs. Donc nous aussi, nous augmentons nos investissements sur ce réseau. Alors, il est sensible à quoi? On a parlé du climat. Il est sensible effectivement à la chaleur, comme ça a été expliqué par Éric, la température de l'air, et puis la quantité d'énergie transportée, puisque l'effet Joule est fonction du carré de l'intensité électrique transportée. Vous suivez toujours ? Et donc, voilà, il peut être sensible lors des moments de grande chaleur. Il est également sensible au vent, notamment dans les zones boisées. On a donc besoin, dans les zones boisées, d'avoir une politique vraisemblablement, alors d'élagage assurément, mais parfois d'enfouissement des réseaux.
Je ne dis pas qu'il faut tout enfouir, c'est impossible. Enfin, les Allemands l'ont fait, mais c'est très compliqué. On a trop de retard, on a 50% à peu près. En fait. Et ce n'est pas toujours pertinent. Et en termes d'investissement, il faut aller à l'essentiel, au plus efficace. Ça vaut le coup, par exemple, sur le 230 volts. Voilà. Il ne faut plus avoir de fil nu. Par exemple, sur le 230 volts, il faut supprimer les fils nus. Il faut soit enfouir, soit faire du torsadé, parce que c'est sensible lorsqu'il y a du vent. C'est sensible au gel l'hiver. Donc, nous investissons à peu près autant, les syndicats d'énergie, nous investissons à peu près autant que Enedis. Il y a cette image du mur d'investissement qui se dresse devant les collectivités. Oui. L'image est représentative de la réalité. Vous voyez les sommes que nous indiquons, 5 milliards par an pour Enedis, les syndicats d'énergie à peu près autant. C'est quelque chose de colossal. Ça veut dire doubler, tripler le rythme d'investissement on part cet ordre-là, dans cet ordre de grandeur-là plus que doubler le rythme d'investissement annuel sur nos réseaux. Alors, ce matin, le PDG d'EDF nous disait que néanmoins, en 20 ans, malgré tout ce qu'on vient de dire, la consommation d'électricité n'a pas augmenté. Elle n'a pas augmenté parce qu'il y a de la sobriété, les appareils électroménagers. Eric Farabo en parlait. Il va en reparler tout à l'heure. Bon, il y a moins de consommation. Et puis il y a un autre souci que nous vivons là, c'est la désindustrialisation de la France dont il faut être conscient, qui a un impact sur le climat. Parce que les industries que nous n'avons plus, elles sont parties vers des pays où la main-d'œuvre vraisemblablement est moins chère, assurément, mais aussi qui ont un bilan carbone moins bon, qui vont faire de l'électricité au charbon. Et qui vont ensuite nous livrer des produits avec des porte-containers au fioul lourd. Bon. Donc il y a un bilan carbone que quelque part on exporte et qu'en réalité on devrait se réapproprier partiellement. Donc ça fait aussi partie de l'équation. Et ce matin, le président d'EDF disait on est prêt effectivement à raccorder tous ces producteurs d'énergie verte que nous sommes en train de développer. Nous, collectivités par exemple, nous avons délibéré dans le cadre de la loi APER, d'accélération de la production d'énergie renouvelable, et nous avons créé, presque à l'échelle des régions, des sociétés d'économie mixte pour produire du photovoltaïque, de l'éolien, à la demande des collectivités. Après, il faut pouvoir le raccorder. On s'aperçoit parfois, par rapport à ce que nous venons de dire, parfois nous avons des postes sources, dont la limite entre RTE et nous, qui sont déjà saturés. Les investissements sont très lourds, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et des délais, j'en parlais encore ce matin avec Hervé Champenois, le directeur technique d'Enedis, il me disait des délais très importants. Une commande passée aujourd'hui ne peut pas être livrée avant 2030. Xavier Nicolas, il y a effectivement la problématique des délais, mais il y a aussi la problématique du prix final. Tous ces investissements vont évidemment avoir aussi un impact sur le prix final de l'électricité. Les collectivités, selon vous, vont d'une certaine manière porter le chapeau ? Non, c'est le consommateur qui va porter le chapeau. C'est le consommateur parce que, effectivement, le prix de production, vraisemblablement se stabilisera autour des 70 €. Le mégawatt, je pense que c'est le nouveau nucléaire. Et je vois, comme nous produisons, nous avons des parcs photovoltaïques, je vois en réponse à appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, entre 60 et 80 € selon les parcs. Donc, on va se situer, alors bien sûr par rapport à l'ARENH dont on parlait ce matin, qui était le vieux nucléaire historique, c'est l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, qui était à 42 €. Oui, on va être au-dessus, on va presque doubler. C'est une problématique en lien avec l'attractivité du territoire aussi, attirer des entreprises. C'est plus facile évidemment avec un kilowattheure qui est moins cher. La problématique des ménages modestes, on parlait de justice sociale avec Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure. Valérie l'a évoqué. Mais la qualité et le prix de l'électricité en France était un motif d'installation d'entreprises en raison de la compétitivité de notre électricité. Donc encore aujourd'hui, nous sommes compétitifs par rapport à d'autres. Donc c'est important pour nous de garder cet élément de compétitivité. Après, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans le prix de l'électricité, dont le TURP. Le TURP, c'est ce qui revient au réseau, c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Encore un acronyme que je ne connaissais pas. chez nous. Il y a le FACÉ que nous avons, qui est une péréquation entre les territoires urbains et ruraux, quelque chose de très important, qui est un compte d'affectation spéciale de la loi de finances,
qui nous permet aussi d'investir sur les réseaux ruraux pour les communes de moins de 2000 habitants. Donc tout ceci intervient pour que nous puissions continuer à avoir une électricité de grande qualité, parce que, je ne sais pas si vous vouliez l'évoquer un peu plus tard, mais sans électricité, maintenant, dans notre société, tout s'arrête. Effectivement, on l'évoquera un peu plus tard. Mais vous avez raison de marquer le coup maintenant. Sans électricité, plus de communication numérique, les réseaux sont interdépendants et ça fait effectivement partie de la problématique. Juste quand même pour venir sur le prix, tout à l'heure vous m'avez dit non, c'est pas la collectivité qui va porter le chapeau, c'est le consommateur final. Mais dans certains cas, la collectivité est elle-même le consommateur final. Voilà, elle exploite par exemple une piscine municipale. À un moment donné, vous me disiez, quand on a préparé l'entretien, il faudra peut-être qu'on choisisse de baisser la température de l'eau de la piscine, par exemple. Vous avez complètement raison. Mais là, c'est en tant que consommatrice, c'est pas en tant que responsabilité publique de territoire. Mais en tant que consommatrice, oui, les équipements sportifs, culturels, les bureaux, Bon, bien sûr, vous avez raison, c'est beaucoup de... Et là, c'est une autre addition, mais c'est quand même une addition à la charge. Et on a un souci dans les collectivités, les collègues qui sont dans la salle le savent aussi bien que moi, c'est que nous ne pouvons pas, nous, acheter selon la logique, vous savez, des PPA, parce que les Power Purchase Agreements, c'est-à-dire les achats directs, en fait, sur du long terme, comme peuvent faire des entreprises, dire j'achète sur 20 ans. Nous, collectivités, nous sommes tributaires du Code des marchés publics. Et ce Code des marchés publics, il nous permet d'acheter 3 ans, 4 ans maximum. Voilà. Et donc, on a subi l'augmentation au moment de la crise. Et donc, c'est une contrainte complémentaire. Et là, voilà, on n'a plus que doublé nos prix d'énergie. Contrainte supplémentaire. Merci beaucoup, Xavier Nicolas, pour cette première prise de parole. Prenez le micro, Agathe Ezen, parce que je voudrais vous poser une question. On va parler de la ressource en eau avec vous. Je suis tombée sur une interview que vous aviez accordée au Monde en début d'année, dans laquelle vous disiez la prise de conscience du changement climatique et de son effet sur le cycle de l'eau semble finalement assez récente en France. Et vous ajoutiez, le manque d'eau touche à la peur car il est insupportable à imaginer. L'eau, c'est plus palpable que l'énergie. En fait, l'eau, c'est le vivant. Et sans eau, il n'y a pas de vivant. Alors, effectivement, il peut ne pas y avoir d'énergie, mais si déjà il n'y a pas d'eau, et donc là, on voit finalement les enjeux climatiques et leurs impacts sur la diversité des ressources. En tant qu'humain, parce que le vivant, c'est l'humain, c'est la végétation, c'est la faune, on a ce rapport à l'eau intrinsèque, on en sort finalement. Et donc, par la force des choses, se retrouver sans eau, ça veut dire être confronté à la mort, puisque ce n'est plus la vie. De manière tout à fait directe, là pour le coup, c'est pas juste. Et elle devient visible à travers notamment des végétaux qui, eux, ne tiennent pas très rapidement, sans eau, et qu'il y a plusieurs phénomènes. On va se recroqueviller en disant phénomène de survie, ou bien on va développer des actions collectives, des initiatives, ou faire évoluer nos modes de vie, nous interroger sur notre façon de vivre dans le quotidien, en tant qu'individu, au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'un système d'entreprise, au sein d'une activité professionnelle, à tous les niveaux et à toutes les échelles, finalement, il y a des niveaux de prise de conscience qui permettent des différentes actions qui sont possibles. Donc, il faut rester dans le positif et dans le vivant pour justement essayer à la fois de s'adapter à ces réalités dont les humains sont les premiers auteurs, si je puis dire. Responsables de cette réalité, et avec des phénomènes d'accélération liés à un phénomène industriel, consommation énorme, donc production de pollution également, des impacts sur le vivant. On peut venir sur ces impacts déjà esquissés par Valérie Masson-Delmotte, mais de manière plus précise aujourd'hui quand on dit changement climatique et impact sur la ressource en eau au niveau des territoires. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? De quel phénomène? Alors, si on va direct au but, et je crois que ça parlera à un certain nombre de personnes, la question des services essentiels. Allez. Si on ne peut plus offrir le service essentiel qui est l'accès à l'eau potable, là, il y a un réel problème. Mais pourquoi on n'y a plus accès?
soit parce que la ressource n'a pas eu le temps de se renouveler, lié au fait que la renouvelabilité de la ressource en fonction des précipitations à un endroit ou à un autre, on ne va pas savoir où ça va se faire, et on se retrouve dans des situations où il n'a pas plu, et donc la recharge des nappes n'était pas suffisante. Donc de la nécessité d'avoir des formes de solidarité entre les communes dans des processus, dans les intercommunalités, pour justement venir pallier. Amont-aval, mais pas que. Alors là, je ne suis même pas dans le domaine de l'amont-aval. Alors, si on est dans les solidarités amont-aval, ça c'est absolument évident, mais une dimension qu'il est essentiel à prendre en considération, c'est aussi la verticalité. C'est ça. C'est-à-dire que si on ne met pas en lien la verticalité de l'atmosphère, de la pluie, de la rivière et du sous-sol, on n'est pas en capacité à prendre en considération les dynamiques du cycle de l'eau qui évoluent. Et possiblement, on peut se tromper de combat, du coup. En plus, on peut se tromper de combat, et on a, donc, comme ça a été évoqué, des phénomènes extrêmes, et même si, de façon globale, la quantité d'eau sur Terre, elle n'a pas tellement changé. La question, c'est sa répartition, en fonction, en plus d'approches plus régionales et globales et des approches beaucoup plus locales, et là qu'on n'a pas tellement pris en considération dans les règlements et dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc là, il y a des choses qui sont à déployer par la singularité des territoires et de la nécessaire prise en compte de leur spécificité pour adapter aux réalités des terrains, et pas à se dire on a cette vision globale et tout le monde doit appliquer les choses. Deux mots du coup sur cette dimension de conflit d'usage, parce que vous le rappeliez à l'instant, la quantité d'eau sur Terre, elle n'a pas bougé, c'est juste qu'on est plus nombreux, on fait plus de choses avec, et on en consomme davantage, donc faut gérer ces conflits d'usage. Voilà, il faut gérer les conflits d'usage. Alors, en ayant une approche, effectivement, il faut alimenter les gens, il faut donner de l'eau, et il faut développer les territoires. En revanche, l'eau n'est pas toujours là où on la souhaite, ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Ni au moment où on la souhaite. Ni au moment où on la souhaite. Et donc, ça nécessite d'avoir une connaissance, une interconnaissance des différents besoins sur un même territoire. Sachant que, et on l'a encore évoqué ce matin, c'est de quel territoire parlons-nous ? Est-ce que c'est un quelle échelle de territoire on parle ? Alors, au-delà même de l'échelle, du type de territoire. Est-ce que c'est un territoire administratif ? Est-ce que c'est un bassin versant ? Est-ce que c'est... et donc, là aussi, on a une superposition de périmètres qui sont nécessaires à prendre en considération dans cette logique de solidarité pour venir répondre non seulement aux besoins essentiels, mais à la diversité des usages qui nécessitent d'avoir de l'eau. Sans oublier le fait que si on n'a pas un bon état de l'environnement et que les écosystèmes ne sont pas en bon état, les humains ne seront forcément pas en bon état. Xavier Nicolas, elle a raison de dire ce qu'elle dit, Agathe Euzène. J'adhère tout à fait à ce qu'Agathe vient de dire. On doit effectivement tenir compte de cette situation. On a des situations très variables aussi selon la nature des sols. Si on a par exemple un sol calcaire, l'eau va percoler directement. Si on a un sol argileux, on va la stocker davantage, on aura moins de problèmes de nappe. Bon, après, il y a aussi, pour effectivement rebondir sur la question d'Agathe, quel est le bon périmètre ? Est-ce que c'est le périmètre effectivement des nappes ? Est-ce que c'est le périmètre des canalisations que nos prédécesseurs ont réalisées ? Parce qu'on est obligé de tenir compte de ça. Et il fut un temps où des communes géraient elles-mêmes le réseau. Elles l'ont bien fait. Hein. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fait ce travail il y a 70 ans, 80 ans. Voilà. Mais en fait, comme tout a été fait à peu près en même temps, il y a eu peu d'investissements pendant quelques décennies. Et c'est depuis quelques années qu'on se met... Là, on est en train de le payer, là ? Oui, parce qu'on a des réseaux fuyards. Et donc on gaspille de l'eau, on perd de l'eau. Vous me direz, elle retourne dans la nappe, mais enfin, on l'a récupérée, on la traite, on la perd dans la distribution. C'est dommage de la perdre à ce stade-là. Et c'est dommage. En fait. Alors on travaille ça, on fait des études, il y a différentes techniques pour ça. Et le but, c'est de remonter le rendement pour justement ne pas gaspiller l'eau, puis rechercher toutes les causes de fuite. Ça peut être le réseau, mais il faut aussi ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent, et c'est par exemple voir avec les pompiers qui nous disent précisément, chaque fois qu'ils pompent de l'eau,
qui nous disent on a pris tant de mètres cubes. Et on sait que ça, c'est pas de la fuite. C'est réellement c'est une forme de consommation. Et il y a aussi les fuites après compteur qui ne sont pas toujours réparées. Et parfois, chez des locataires, c'est pas eux de le faire, c'est au bailleur. Le bailleur ne le fait pas parce que c'est pas lui qui paye. Bon, il y a plein de problématiques de ce genre sur lesquelles nous devons travailler pour améliorer le bon usage de l'eau dans les années qui viennent. La FNCCR fait d'ailleurs des propositions fortes sur ces questions, et notamment l'idée de faire de l'eau, je vous cite, une véritable matrice des politiques publiques. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire qu'il faut s'interroger aussi sur le financement de l'eau dans nos politiques publiques. Aujourd'hui, c'est le consommateur. Bon. Mais est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, nous sommes confrontés alors, on a plein de problèmes. Par exemple, on a les canalisations en PVC des années 60-70 qui peuvent relarguer des monomères de chlorure de vinyle lorsqu'il y a des temps de séjour un peu importants. Le plomb, c'est pas tout à fait fini. Le plomb, on est en train de terminer sa résorption. Bon, il y a des problèmes, on va dire, physico-chimiques. Et puis, on a aussi d'autres problématiques qui sont liées, par exemple, à des pollutions chimiques. Alors bon, on avait parlé de l'atrazine il y a 20 ans, qui a été interdite, mais on en retrouve encore parfois. On a le lien avec la santé, les fameux nitrates, avec les seuils de nitrates. Donc on a fait des interconnexions entre réseaux pour faire des règles de 3, en fait. Et on rend l'eau juridiquement potable par le fait de règles de 3. Alors tant qu'on regardait les nitrates et ce qu'il y avait autour, ça marchait. Et puis maintenant, on découvre des antifongiques, le fameux chlorothalonil, leurs métabolites. Et est-ce qu'ils vont dans le même sens que les nitrates? La probabilité est forte que ce soit oui, mais peut-être pas toujours. Et donc, on peut s'apercevoir que ces interconnexions ne vont pas nécessairement bien fonctionner. Donc, l'idée aussi de la FNCCR, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit aussi un peu le responsable payeur? Parce que comment on va traiter ça? On va créer des usines à charbon actif pour récupérer tous ces métabolites et ces polluants chimiques. Mais là, donc, on va augmenter le prix de l'eau. Et c'est le consommateur, y compris le consommateur modeste, qui va payer. Et ça, c'est pas juste. Et c'était pas juste. Donc, il faut poser la question des groupes d'agrochimie, les mettre dans la boucle. On va avoir le problème à un moment des microplastiques, on va avoir tout ça. Donc, quand Agathe Zen disait tout à l'heure, c'est nécessaire aussi, au-delà de l'approche technique, de réinterroger la place de l'individu, des usages, de peut-être redonner leur place aussi aux sciences humaines et sociales dans l'appréhension de cette problématique de la gestion de la ressource en eau. Finalement, c'est d'une approche un peu systémique dont on est en train de parler. C'est aussi celle que la FNCCR défend, et qu'en tant que président de syndicat, vous pourriez défendre également. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez, on réfléchit au mode de facturation. Par exemple, on va dire, on pourrait avoir un tarif dégressif. C'est ça. Ça pourrait se matérialiser comme ça. Ou plutôt progressif, voilà. Les gros consommateurs paieraient plus. Mais d'un autre côté, c'est complexe à gérer parce que vous allez avoir une famille nombreuse qui va être pénalisée et puis un résident secondaire qui va être faible consommateur. Donc il faut être capable de faire un découpage très fin, de dire là c'est un résident secondaire, ou alors il faut mettre un abonnement qui garantit un minimum de perception, suivi d'un tarif progressif qui démarre assez bas pour ne pas pénaliser les familles modestes, mais qui permettent aussi aux résidents secondaires de payer sa juste part de participation au réseau. Ça veut dire que les élus ont un vrai pouvoir d'agir aussi sur ces questions, d'influencer l'avenir? Complètement, oui, puisqu'ils ont la maîtrise. C'est important de le redire. Oui, ils ont la maîtrise de cette politique. Voilà. Après, il faut de la pédagogie, parce que une bonne décision, c'est une décision qui est comprise par nos concitoyens. Et il faut être capable de leur expliquer, de dire voilà votre réseau, parce que pour les gens, l'eau est gratuite. L'eau, c'est un don du ciel. Une bonne décision, ça peut être une décision impopulaire parfois, pour laquelle on a besoin d'un peu de courage. Nous, dans nos collectivités, on ne fait pas de la politique politicienne. On est vraiment à proximité des citoyens, on leur explique ce qu'on fait. Alors, certains ne veulent pas comprendre, ça, vous avez tout à fait raison.
Mais je donne un exemple pour vous faire réagir. Et c'est Agathe qui me l'a soufflé dans l'oreille. Donc si elle souhaite réagir derrière, qu'elle le fasse. Des maires refusent aujourd'hui de signer des permis de construire, considérant qu'ils ne pourront pas fournir un service public d'eau de qualité par manque de ressources. Ça, c'est assez nouveau. C'est une attitude que vous pourriez encourager? Chaque fois qu'on a une instruction de permis de construire, on fait un certain nombre de vérifications. Il peut y avoir, par exemple, la sécurité incendie de la maison. Si la sécurité incendie, parce qu'il n'y a pas le débit, la pression nécessaire, effectivement, on ne va pas accorder le permis de construire. Ou alors, il faudrait renforcer le réseau. On va le faire si on crée un lotissement. On ne va pas le faire pour une maison. Même les services de l'État, lors de la réalisation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal, s'opposeront d'ailleurs à la constructibilité d'un tel terrain. Donc, oui, c'est une décision parfaitement compréhensible. Bon. Allez, et on va venir sur ces questions numériques. Maintenant, si vous le voulez bien, vous aviez déjà un petit peu esquissé le sujet en mettant en évidence l'interdépendance des réseaux. Et effectivement, les réseaux de communication électronique constituent la colonne vertébrale des autres réseaux, pour le dire en d'autres mots. Pour qu'un réseau d'électricité fonctionne correctement, pour qu'un réseau d'eau fonctionne correctement, pour organiser au mieux les secours, on a besoin des réseaux de communication électronique, mais qui eux aussi dépendent de l'alimentation électrique. J'espère que vous suivez toujours dans la salle. Donc un exemple, imaginons, on est dans une vallée bloquée par une coulée de boue, une avalanche, dans laquelle le réseau d'électricité est hors service. Les habitants sont isolés, ne disposent pas de moyens de communication, ni mobiles, ni filaires pour prévenir les secours. C'est pas toujours une vue de l'esprit, c'est une situation qui peut se présenter, qui s'est déjà présentée. Quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse? Xavier Nicolas et puis d'autres, si vous voulez réagir. Alors, vous avez complètement raison. Jusqu'à présent, nos concitoyens étaient habitués au réseau commuté avec le cuivre. Et s'il y avait une coupure d'électricité, vous pouvez toujours décrocher le téléphone et puis faire le 15, le 18, le 112, enfin bon. 2030, c'est la fin du cuivre. Le service public du cuivre, déjà, n'existe plus au moment où nous parlons. 2030, on démonte le cuivre. Entre aujourd'hui et 2030, on va pas faire ça d'un coup en 2029. On commence à le démonter dès cette année. Et d'ailleurs, dans les rues dans lesquelles on le démonte, on doit rencontrer les habitants et leur dire « Attention, on vous enlève le cuivre, pour votre téléphone, il vous faut la fibre. » Bon. Donc là aussi, pédagogie. Donc pédagogie, là aussi. Pédagogie. Et vous avez des gens de 90 ans qui disent « Moi, ça me va très bien, mon réseau commuté, j'ai pas envie de la fibre, j'ai pas envie de la box. » Et peut-être pas que des gens de 90 ans. Et certains qui ont moins. Voilà. Mais c'est ainsi, puisque ce sont des décisions qui ont été prises à l'échelle nationale et que nous devons mettre en œuvre. Alors, vous avez complètement raison. Le téléphone qui fonctionne avec la fibre, avec sa box, lorsqu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone. Alors, vous me direz, on peut toujours sortir ce machin-là. Sauf que les antennes, elles fonctionnent aussi à l'électricité. Elles ont des batteries. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Elles durent un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Elles durent un quart d'heure. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vite. Il faut qu'on réfléchisse vite qu'avant 2030, on ait mis en place des solutions. Parmi ces solutions, par exemple, je vous disais, les antennes des téléphones portables, au lieu d'avoir des batteries d'un quart d'heure, peut-être des batteries d'une heure ou deux. Qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps d'appeler et de dire voilà ce qui se passe dans notre territoire. Un quart d'heure, c'était très bien quand il y avait le réseau commuté. Mais quand il n'y aura plus le réseau commuté, il faut que la téléphonie mobile puisse fonctionner plus longtemps. Donc ça, je pense que ce sont des décisions qu'il faut prendre. Le problème, c'est que nous n'avons plus un opérateur public comme on a avec l'électricité. Est-ce qu'on a besoin par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'un plan de résilience avec une dimension interréseau? Oui. Je pense qu'il faut le faire, mais là, c'est plus à notre échelle, à nous, collectivités, c'est à la maille de l'État. Et nous, parce que nous-mêmes, vous voyez, je suis élu départemental, nous avions voulu mettre des pylônes supplémentaires pour résorber les zones blanches, au-delà du New Deal du gouvernement, qui ne résorbait pas la totalité des zones blanches. Et il nous a été dit non, le département n'est pas compétent pour le faire. C'est à la maille des entreprises aujourd'hui qui sont en charge de la téléphonie mobile.
l'autorité du gouvernement. Éric Farabaud, là-dessus, vous avez un complément à apporter puisque vous avez été le premier à soulever ce sujet de l'interdépendance des réseaux tout à l'heure. Oui, enfin, je confirme tout à fait ce que vient de dire Xavier Nicolas. Il y a effectivement un enjeu dans l'interfonctionnement des réseaux. Alors, ce n'est pas qu'un enjeu lié au changement climatique, d'ailleurs, c'est plus général. On l'a vu, il y a eu un mérite aux tensions sur le système énergétique de 2022, c'est que tout le monde s'est interrogé sur ce qui se passerait si on en venait à manquer ponctuellement d'électricité ou de gaz. Alors ça a eu au moins le mérite d'éveiller les consciences sur le fait qu'en effet, non seulement on est dépendant de ces réseaux, mais c'est une dépendance qui est conjointe, quoi. Et alors, le réseau électrique fait tout ce qu'il peut effectivement pour assurer la meilleure qualité d'alimentation. Et donc, dans l'exemple que vous citiez, il y a de toute façon des équipes qui interviennent, mais c'est tout un enjeu d'organisation déjà face à ces crises pour pouvoir rétablir les choses le plus rapidement possible. Et puis, plus globalement, il y a un enjeu de chacun à se poser la question de sa propre résilience. Par exemple, si on est amené à avoir des coupures un certain temps, eh bien, il est évident que certains services prioritaires, comme les hôpitaux, certains besoins prioritaires, doivent être autonomes d'une manière ou d'une autre. Heureusement, c'est le cas, ils ont des groupes électrogènes, etc. Donc on peut se poser la question pour un certain nombre de services, de leur propre capacité à être résilient en cas de situation. Donc finalement, c'est une question qu'on doit se poser à tous les étages. C'est ça que vous êtes en train de... Voilà. Alors nous avons, à l'occasion justement de ces tensions sur le système énergétique, justement créé des rapprochements entre opérateurs de réseau. Donc il n'y a pas que les télécoms qui sont concernés, il y a l'eau aussi. L'eau a besoin d'électricité pour l'assainissement, etc. Donc ce sont des questions tout à fait à approfondir collectivement. Allez, le temps avance. Du coup, je voudrais redonner la parole à Valérie Masson-Delmotte qui nous écoute avec attention, je le sais, depuis l'entame de cette table ronde à distance pour ce qui la concerne. Valérie, que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre? Et puis, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on se met concrètement en mouvement à l'échelle des territoires? Quand on a discuté toutes les deux en amont de la table ronde, vous m'avez dit, moi, vous savez, Nathalie, je vis déjà en 2050. Tous les jours, voilà, tous les jours, je suis en 2050. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller vous rejoindre là-bas où vous êtes déjà? On commence par faire un état des lieux, un diagnostic de vulnérabilité. C'est peut-être une première étape pour se mettre en mouvement? En fait, il y a deux choses. Donc, se mettre en 2050, c'est se mettre dans une situation où on aura décarboné l'économie française et européenne. Donc, ça implique un ensemble de transformations. Et puis, se projeter en 2050, si le niveau de réchauffement planétaire atteint autour de 2 degrés, c'est ce vers quoi, pour l'instant, on se dirige, donc 3 degrés en France, ça veut dire que le climat moyen en France sera le niveau record atteint en 2022. Donc, l'enjeu, c'est anticiper les événements extrêmes de fréquence, de caractéristiques, d'intensité inédits à venir, de sorte à ce que nos infrastructures, les services publics, les aspects stratégiques dont on vient de parler, soient résilients, fonctionnent et répondent aux besoins de la population. C'est aussi anticiper les conséquences de ce climat qui change sur les écosystèmes. Et je veux mettre l'accent, donc les écosystèmes, ça peut être par exemple dans les régions tropicales, les récifs de coraux qui ont le 4e épisode de blanchissement mondial cette année. À nos latitudes, du côté de la métropole, c'est aussi l'état des forêts. C'est aussi en fait les chocs sur la production agricole et donc des contraintes croissantes sur la biomasse. Cet aspect est important parce qu'on voit l'enjeu d'intégrer les stratégies, par exemple, d'utilisation bois-énergie avec les stratégies de préservation du puits de carbone, de la résilience des forêts. Donc c'est aussi un point de vigilance. Et puis, ce que ça veut dire aussi, c'est tout à l'heure, plusieurs intervenants ont abordé plutôt des questions de résilience, c'est-à-dire des systèmes interconnectés et leur capacité à faire face à différents types en fait, de perturbations. Mais la résilience n'est un atout que quand elle maintient des capacités d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. Et vous avez raison de venir là-dessus, Valérie, parce que c'est vrai que souvent, je me permets de vous interrompre, on confond les deux. On parle d'adaptation pour dire résilience ou l'inverse. Les mots ont un sens, les mots ont une importance. Voilà, et l'adaptation, c'est anticiper des contraintes nouvelles
à mesure du climat qui se réchauffe. Le fait que quand on a un manque de pluie, des conditions plus chaudes vident plus vite les sols de leur humidité, le fait que la mer qui va continuer à monter très longtemps va entraîner des intrusions d'eau salée, d'où l'importance de maintenir aussi des écoulements d'eau douce dans les cours d'eau pour repousser ces intrusions d'eau salée dans les estuaires, dans les aquifères. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est donc d'être capable d'évaluer les vulnérabilités à ces caractéristiques actuelles et futures de ces facteurs climatiques générateurs d'impact. C'est d'objectiver les besoins de financement pour l'adaptation, c'est pouvoir les suivre dans la durée, être capable d'avoir un diagnostic initial, une actualisation régulière, et de sorte à mesurer finalement l'efficacité de ce qui est mis en œuvre pour les actions d'adaptation, pour les progrès accomplis sur le terrain, de sorte à pouvoir effectivement réduire les risques à venir. C'est important. C'est cet enjeu-là, c'est de se mettre en 2050, penser dans quelles conditions en fait les systèmes vont opérer et faire en sorte d'anticiper leur transformation et les coûts maintenant, de sorte à ce qu'ils fonctionnent bien. Et il faut bien voir, l'adaptation, elle a un coût, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné explicitement. Mais par contre, si on ne l'engage pas maintenant, les coûts des pertes et dommages seront largement supérieurs. Le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action, de l'intérêt aussi de montrer les bénéfices qui sont liés au passage à l'adaptation. C'est ça que vous êtes en train de nous dire également, Valérie? Mettre en évidence les bénéfices. Protéger les populations. Protéger les populations, protéger les entreprises, protéger le développement économique des territoires, c'est deux conditions. Garder le cap de la décarbonation, une condition essentielle, agir sur les causes partout dans le monde et en France. Et le deuxième facteur, c'est débloquer une capacité d'investissement et de mise en œuvre réelle, de sorte à ce que les infrastructures existantes et prévues fonctionne dans un climat qui se réchauffe. Agathe Ezen, on a déjeuné ensemble, là, je partage l'information avec la salle, on a déjeuné ensemble tout à l'heure, et voilà, entre la poire et le fromage, vous me disiez, bien sûr les aspects techniques sont essentiels, bien sûr les aspects financiers sont essentiels pour faire advenir le changement, pour autant il faut que cette trajectoire commune que vient d'esquisser Valérie Masson-Delmotte, elle soit aussi partagée, elle soit appropriée par l'ensemble des parties prenantes, depuis le dirigeant jusqu'à l'usager, jusqu'à l'habitant. Sinon, il y a des risques. Oui, alors, plusieurs points. Allez-y. On s'est bien rendu compte du fait que c'était des enjeux globaux, qu'on est dans des processus d'accélération qui nécessitent d'agir. D'agir, mais pas en continuant à consommer comme d'hab, mais peut-être en revisitant la façon dont on utilise les ressources, la façon dont on développe nos modes de vie. Le tout croissance n'a peut-être pas de sens, puisque les ressources, elles montrent leurs limites. Même si on a des cycles, pour autant, on a bien vu que ce n'était pas là où on voulait, quand on le voulait, etc. Sans la mise en place de politiques de sobriété, on n'atteindra pas les objectifs du scénario intermédiaire. Alors, ce n'est pas que la politique de sobriété. Il faut aller bien au-delà. Il faut aller bien elle en au-delà. fait partie. On parlait de changement de paradigme, mais on est au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre maintenant comme on vivait juste hier. On est obligé de réenvisager nos usages en fonction de la disponibilité des ressources et de la ressource en eau, et pas l'inverse. Et en même temps, on est dans des logiques complètement contradictoires et parfois schizophréniques dans les territoires, puisqu'on est à la fois dans une volonté et une nécessité d'un développement économique et d'installation d'entreprises éventuelles qui peuvent être extrêmement vertueuses, mais qui vont amener aussi une population, parce qu'elles vont offrir de l'emploi, sur un territoire dont on peut se poser la question s'ils ont suffisamment de ressources pour accueillir tout le monde et offrir un cadre de vie. Et si l'impact de cette implantation sur l'environnement n'est pas plus dommageable que la valeur économique que le territoire va pouvoir bénéficier sur un court ou un moyen terme. Donc, on n'a pas la solution, ça se saurait. Le technique ne suffit pas. C'est un des éléments qui peut venir en appui à toute une réflexion à l'échelle des territoires, au niveau des aménagements, au niveau de la structuration, au niveau de la préservation de la biodiversité, au niveau de l'ensemble des systèmes. Tout le monde est concerné. On parlait de politique responsable. Ça se fait. Et donc, reconnaître et valoriser ces prises de position qui sont extrêmement courageuses est vraiment important parce qu'il y a une responsabilité et une prise de conscience, j'y reviens,
des réalités auxquelles on est confronté aujourd'hui et qui vont s'exacerber demain. Et donc, s'appuyer sur l'interconnaissance de qui est sur le territoire. De quoi avons-nous besoin sur le territoire pour se développer, mais surtout pour être bien. Pour être bien, pour qu'il y ait des solidarités, pour qu'il y ait une équité sociale, qu'on soit dans un environnement dans lequel on a envie d'aller se promener. Que le quotidien de chacun, parce qu'on est tous, avant d'être gestionnaires, élus, etc., on est des individus, et avec des croyances et des cultures spécifiques également, et qui façonnent nos modes de vie et nos pratiques. Donc revisiter nos pratiques en fonction des usages, en fonction de la disponibilité des ressources, est un des points absolument fondamentaux. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une reconnaissance et une interconnaissance des enjeux à l'échelle d'un territoire, parce qu'on les connaît maintenant, les enjeux globaux. Comment ça se traduit à l'échelle des territoires? Identifier les vulnérabilités pour être en capacité à venir en appui par la connaissance des enjeux spécifiques qui les concernent et des populations qui vont pouvoir, à travers leurs initiatives, même collectives, déployer un certain nombre de choses. Mais vers quoi? Précisément, pour venir à l'échelle des territoires, effectivement, des outils existent pour vous aider à passer à l'action, à conduire ces projets d'adaptation. Tous les jours, Météo France, vous êtes aux côtés de ces territoires pour leur fournir des données de prévision, d'alerte, des informations, mais aussi des outils dont les territoires peuvent se saisir en autonomie. Et vous nous avez apporté quelques diapos qu'on va passer si la régie veut bien commuter vers le diaporama. Voilà, non, bonjour Valérie. Voilà, super. Sophie, c'est vous qui nous avez apporté ces diapos. Oui, donc je le disais au début de la table ronde, Météo France met à disposition via des services climatiques de la prospective climatique. Et ce service Climadiac Commune qui s'affiche à l'écran, qui est accessible depuis, je dirais, votre portable ou votre PC à la maison, qui est totalement gratuit, vous permet d'avoir des éléments de prospective climatique à l'échelle des territoires, communes ou EPCI. Alors, il est réalisé dans le cadre de la TRAC, donc cette fameuse trajectoire de réchauffement de référence que j'évoquais également tout à l'heure, et il vous permet de parcourir différentes échéances temporelles, donc 2030, qui représente, on va dire, le climat actuel, 2050, avec une hypothèse d'une France à plus 2,7 degrés, et 2100, avec l'hypothèse d'une France à plus 4 degrés. Voilà, alors si on va avancer. Montrer un exemple. Ça met à votre disposition un ensemble d'indicateurs. Là, alors moi, d'ici, ça ne marche pas, la régie. Donc, si quelqu'un peut m'aider et faire avancer la diapo, ça m'arrangerait bien. Voilà. La suivante encore. La suivante, oui, s'il vous plaît. Donc cet outil met à votre disposition pour chaque collectivité donc une quinzaine d'indicateurs, des indicateurs, je dirais, climatiques vraiment standards, température moyenne par saison, cumul de pluviométrie, etc. Mais aussi des indicateurs un peu plus spécialisés, soit en lien avec la santé, soit en lien avec les risques. Je pense par exemple, et ça peut intéresser les communes comme dans le Doubs, les communes où il y a beaucoup de forêts, des indices de risque de feux météo par exemple. Et là, j'ai choisi un exemple parce qu'il est assez illustratif des impacts, c'est la date de reprise de végétation. Donc c'est un autre indicateur un petit peu plus spécialisé, plutôt orienté agriculture. Et vous avez choisi Besançon pour être sympa, puisqu'on est à Besançon. Voilà. Et on voit que sur cette... pour vous donner aussi un petit peu d'explication sur les indicateurs, vous avez en gris la date dite de référence. C'est en fait la date de référence dans le climat des années 90. Donc ça n'est déjà plus le climat d'aujourd'hui, il faut bien l'avoir en tête, mais c'est un climat que normalement nous avons connu et qui donc représente là notre référence et permet de voir à tous les stades d'évolution temporelle ces progressions en fait, du changement climatique. Donc la date ici de reprise de la végétation, à l'horizon 2050, vous voyez qu'elle est représentée par 3 valeurs. Et je voulais insister là-dessus. Dans tout ce service, vous verrez systématiquement des valeurs futures qui sont associées à 3 valeurs. Une valeur basse, une médiane et une valeur haute. C'est très important de les prendre en compte parce qu'elles représentent les incertitudes de la modélisation, donc de la simulation climatique. Ne vous fiez pas à une seule valeur. Prenez en compte la valeur qui est la plus contraignante pour votre stratégie d'adaptation. Alors, on voit que cette date de reprise, elle avance dans l'année de manière très importante, puisqu'elle pourrait aller jusqu'au 15 février au lieu du 3 mars à Besançon.
Et ça correspond en fait aux valeurs actuelles de la région lyonnaise. On l'évoquait tout à l'heure, donc c'était pour... dans une des tables rondes de ce matin, voilà. Effectivement. Donc si on passe à la diapo suivante pour vous donner un deuxième et dernier exemple, j'ai choisi donc le nombre annuel de jours très chauds. Donc là aussi, toujours garder en tête qu'on vous représente une évolution en moyenne dans le futur. Donc à Besançon, dans la période de référence, dans le climat des années 90, on avait en moyenne une journée par an où on excédait 35 degrés Celsius. Et quand on se projette en 2100, dans une France à plus 4 degrés, on voit une évolution majeure de ce nombre de journées chaudes qui pourra aller de plus 6 à plus 16 jours par an. Sachant que je parle de moyenne, et donc c'est une moyenne sur 20 ans, et qu'évidemment dans ces 20 ans, il y aura des années avec des séquences de nombre de jours annuels très chauds beaucoup plus importants. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, si on ne parle que de température, ces valeurs correspondent au climat de la ville de Nîmes aujourd'hui. Voilà. Uniquement pour les températures. On ne peut pas comparer directement de ville, hein, mais pour les températures, on peut le voir comme ça. Voilà, donc ces indicateurs sont disponibles et on espère qu'ils pourront vous aider donc à tester vos stratégies d'adaptation et à bien connaître les effets locaux du changement climatique, mieux connaître les effets locaux du changement climatique sur vos territoires. Donc pour être pratico-pratique, Sophie, si quelqu'un dans la salle a envie de se procurer l'outil Climadiag et de rentrer ses propres données pour procéder à cet exercice, ça se trouve où? On fait comment? Oui, c'est accessible sur le site de météofrance.com et vous pouvez... C'est gratuit? Bien sûr, c'est gratuit. Et vous pouvez y accéder depuis, comme j'ai dit, votre smartphone ou votre PC directement. Voilà un premier outil pour vous aider à vous engager ou à aller plus loin si vous avez déjà amorcé la pompe mais avez besoin de passer à la vitesse supérieure. Valérie Masson-Delmotte nous y invitait d'ailleurs dès l'entame de cette table ronde. Avant de revenir vers vous tous pour d'ultimes recommandations, je voudrais que la parole passe dans la salle. On a une petite dizaine de minutes pour échanger des vues, prendre quelques questions, éventuellement des commentaires ou des témoignages que vous voudriez partager avec nos intervenants. On a des hôtesses qui sont à votre disposition pour passer des micros dans la salle. Alors il faut simplement, je vais mettre ma main en visière parce que vous nous voyez très bien, nous on vous voit, c'est vrai, hein, beaucoup moins bien à cause des spotlights, c'est très chaud. Il fait chaud dans la salle mais il fait encore plus chaud ici. Attendez, on va vous amener un micro. Sans micro, ça ne marche pas. Vous levez la main, on vous amène un micro. Non, le micro. Je vous invite à vous présenter et à me dire à qui vous voulez poser votre question. Alors, moi, je suis Guy Champion, je suis vice-président de Territoire d'énergie 28 avec mon président Xavier Nicolas. Moi, j'ai une question très très simple à Madame Eusen. Agathe. Eusen. On entend parler de tous les projets dans divers lieux de superbassines. Je voulais savoir si les superbassines sont un bon usage de l'eau. Merci pour cette question. Un sujet controversé, une réponse technique adoptée par certains qui nécessite de prendre en considération pour voir la viabilité de la structure du territoire, la disponibilité de la ressource à un moment donné, des bénéficiaires de ce type d'installation, des enjeux hydrosystémiques qui peuvent y associer quand il y a un amont, quand il y a un aval, quand on est dans des logiques de pluie, de surface ou de souterrain. C'est l'objet de gros conflits d'usage, des conflits politiques, des conflits de pratique qui ne participent pas nécessairement à une logique de solidarité, mais qui, dans certains cas, sont peut-être une solution qui répond à un certain nombre d'enjeux sur un territoire spécifique. Généraliser ce type de technique, comme toute autre technique, me paraît complètement aberrant, parce que ça n'a pas de sens, et parce que l'ensemble des impacts qui sont associés ne sont pas tous pris en considération. Donc après, c'est un choix politique. À partir du moment où on a mis en évidence et pris en considération justement la diversité des enjeux autour de cet objet technique, et pour voir au bénéfice de quoi. C'est pour une agriculture qui va être exportée. On met en avant souvent la souveraineté nationale. Ça soulève ce type de questions. Ça pose la question de savoir
les régions dans lesquelles ça va se développer par rapport à la connaissance ou aux incertitudes par rapport à la renouvelabilité de la ressource, dans la mesure où bien souvent c'est pompé, c'est pas utiliser l'eau de pluie, même s'il y a des réservoirs d'eau pluviale qui fonctionnent, mais à des échelles parfois beaucoup plus petites et qui ont tout à fait leur intérêt à l'échelle locale. Donc, mais la question de la renouvelabilité solution dans l'absolu, ça on a compris. Voilà, je pense que l'approche à la maille du territoire. C'est l'approche à la maille du territoire, voir la diversité des enjeux qui soient environnementaux, du système hydrographique. Si on vient pomper alors qu'il y en a déjà presque plus, forcément ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement même du système. En souterrain on le voit pas, donc ça peut nous arranger de temps en temps, mais ça peut avoir des impacts malgré tout sur un autre bout du territoire ou dans une autre temporalité. Au bénéfice de quel type d'acteurs ou au détriment de quels autres, au bénéfice de quel type de pratique ou de quel autre. Donc voilà, vous aurez compris que, je le disais, il n'y a pas une solution, jamais. Merci pour cette réponse nuancée sur un sujet effectivement très, très sensible, et merci pour la question. Vous étiez peut-être plusieurs à vous la poser dans la salle. Alors, levez la main bien haut. Oui, je vois monsieur là-bas. Donc, au milieu, dernière rangée, on vous amène le micro. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour, Benoît Bardet, agence conseil à Lyon. Dans quelques jours vont avoir lieu des élections importantes et je sais que vous avez sans doute les uns et les autres des droits de réserve vis-à-vis de ce sujet. Toujours est-il qu'hier soir, nous avons assisté à un débat dans lequel des choses qui semblent évidentes pour vous depuis de nombreuses années ont été plus ou moins battues en brèche. Et moi, ça m'interroge en tant que citoyen sur une partie de votre rôle à vous, de sachant, c'est-à-dire de diffuser, de promouvoir, d'expliquer, d'informer les consommateurs sur les conséquences, d'une part, des changements climatiques sur les bénéfices et les contraintes qui vont être les leurs dans les années qui viennent, et sur le caractère un peu hérétique d'un certain nombre de propos tenus par les candidats aux élections. Donc, quelle est la question La question, c'est que pensez-vous pouvoir faire, vous, pour faire savoir au grand public ce dont vous venez de parler aujourd'hui, ce dont vous avez parlé hier et ce dont vous allez parler demain auprès de publics plus choisis, pour faire en sorte que chaque citoyen sache ce qu'il a à faire au quotidien, ce à quoi il va être exposé pour pouvoir s'adapter au temps futur. Alors, il y a effectivement la question de la période de réserve. Il y a aussi le souci qu'on va avoir autour de la table de ne pas faire de politique fiction non plus. En revanche, on peut peut-être venir sur cet enjeu de sensibilisation et de pédagogie. C'est un mot qui a été employé plusieurs fois. Continuer à faire savoir, ça vous semble nécessaire, quel que soit par ailleurs le contexte politique. Parce que je vous partage une anecdote. Il y a 15 jours, et Sophie était déjà à mes côtés, j'ai eu le plaisir d'animer pour l'ADEME un webinaire sur le rafraîchissement urbain dans ce contexte de changement climatique. Et dans les retours d'évaluation qui sont arrivés, beaucoup de personnes disaient finalement on a passé les 30 premières minutes de ce webinaire à entendre des experts chercher à nous convaincre de la réalité de ce dérèglement climatique et de l'importance et de l'urgence à agir. Mais nous, on est déjà convaincus, donc on attendait que vous alliez plus vite vers des solutions. Or, en entendant monsieur, je mesure que ce travail-là reste encore entier. On a encore besoin de convaincre aujourd'hui, et ça fait partie intégrante de vos missions. Qui se lance? Sophie, pour Météo France. Alors, on est beaucoup au contact avec le monde, je dirais, économique, associatif, les autorités publiques également. Et on a beaucoup de moments d'intervention. Et il faut savoir que, par exemple, le climato-scepticisme a quand même reculé de façon majeure. On a très très peu maintenant dans les interventions de remarques ou de mise en cause en fait de ces sujets-là. Donc le consensus, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des territoires, il est quand même très largement établi et constaté par tout à chacun. Donc
On n'a pas de difficulté majeure. Mais c'est un par rapport à ressenti, ça, Sophie, où ça a été mesuré, ce recul? Alors, moi, je n'ai pas de chiffres à présenter. Donc, par contre, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, on avait à passer beaucoup de temps dans les conférences à expliquer certains constats, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à parler de l'adaptation. Donc, on est passé à l'étape suivante, il me semble. Donc voilà, moi, je n'ai pas d'inquiétude majeure par rapport à ça. Je trouve que la partie la plus difficile, ça reste de faire comprendre et saisir les enjeux d'incertitude liés à la prospective climatique. Voilà. Quelqu'un pour compléter? Agathe Zen et puis Xavier. Oui, je pense qu'une de nos responsabilités en tant que scientifiques, c'est justement d'essayer d'éclairer en apportant les connaissances, les fonder sur des résultats qui soient solides et validés par les pairs. C'est ce qui est fait sous des formes extrêmement variées, au-delà des articles scientifiques, mais vous voyez de plus en plus des interventions, notamment lors de météo, climat, ou etc., avec une volonté d'intégrer finalement la connaissance scientifique à la présentation d'un fait ou d'une réalité, pour mieux l'analyser ou pour... en permanence, les scientifiques vont communiquer. C'est pour ça qu'on est là. Moi, je fais une conférence demain soir à Rouen. Et donc, il y a une vraie implication, en tout cas aussi une prise de conscience de l'importance de nous, du rôle qu'on doit jouer. Mais ça ne suffit vraiment pas. Pour moi, si on reste dans ce statut-là, ça ne va pas faire avancer les choses suffisamment. Je pense qu'il faut qu'on change notre mode de pratique dans la vie pour amener à la décision avec une intégration de l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Et l'ensemble des parties prenantes, elles comprennent aussi les scientifiques. En général, dans les représentations... Ce ne sont pas des Deus ex machina qui regardent les choses d'en haut, ils sont vraiment... Certainement pas. Voilà. Et on a, je dirais, la question de prendre en compte la diversité des connaissances et des savoirs. Il y a la connaissance mesurée qui va venir d'une technicité et d'une extrêmement importante, mais il y a aussi la prise en compte des savoirs locaux, des savoirs et des perceptions individuelles qui, là, viennent de tout à chacun. Alors, les scientifiques peuvent en faire quelque chose à travers des méthodologies, mais pour construire ensemble les enjeux, comprendre ensemble les enjeux, construire les questions ensemble qu'il faut se poser, et pour mobiliser les connaissances déjà acquises, parce qu'il y en a énormément, et on se dit il faut toujours de nouvelles, mais déjà on a beaucoup de choses acquises dans un grand nombre de domaines. Avoir une vision globale et systémique, ce qui n'est pas du tout dans notre façon, c'est plus facile d'être spécifique, expertise, dans son silo, etc. Il faut être beaucoup plus dans la transversalité. Et puis, être dans, voilà ce que nous, on peut faire. Ah ben oui, mais moi, c'est pas ma question. Moi, c'est pas mon enjeu. Ah ben, quel est votre enjeu? Moi, j'ai pas cette solution. Donc, se mettre en dialogue aussi. Être en dialogue et en transsectoriel, en transdisciplinaire, en échelle à tous les niveaux. Xavier Nicolas, pour conclure sur cette question intéressante. Sur cette notion de transmission de connaissances, Territoire d'énergie d'Eure-et-Loire, nous avons recruté une jeune femme qui s'occupe de communiquer auprès des scolaires. Donc, systématiquement, elle crée des animations. Le public, c'est CM2 et puis 6e, 5e, voilà. Atelier d'animation avec les élèves et participation au concours de la FNCCR, Écoloustique. Donc là, c'est un partenariat aussi. Il faut que les enseignants, effectivement, soient d'accord pour être un peu moteurs. Et quand c'est le cas, on voit, lorsqu'on leur laisse toute liberté d'action pour exprimer le travail qui a été fait justement sur la transition énergétique, la sobriété énergétique, etc. Et on voit des travaux faits par des élèves de cours moyens ou de collège qui sont absolument remarquables en termes d'appréhension de ces problématiques et des connaissances assimilées.
Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un film, ça peut être une maquette. On leur laisse liberté d'action et c'est vraiment remarquable. Pouvoir parler à la fois au cerveau gauche et au cerveau droit, aux deux, c'est important. Et aussi aux parents en rentrant à la maison, et ça permet de créer un dialogue familial. Effectivement, pas qu'aux enfants. Merci pour ce complément. J'ai le temps pour une toute dernière question qui devra être courte et la réponse qui devra l'être aussi. Si quelqu'un souhaite... Ouais, ici devant, gardez la main levée si vous voulez bien, comme ça nos hôtesses... Voilà, vous repèrent, c'est du premier rang. Le micro arrive et on vous écoute. Merci. Donc, je suis Max Casaré, je suis donc vice-président du syndicat départemental d'énergie de Lot-Garonne. Ce que vous nous présentez, c'est très intéressant. Par contre, je me posais la question, la base de données que vous nous présentez pour tous les modèles d'évolution de notre climat, est-ce qu'elle est suffisante par rapport à l'évolution du climat antérieurement aux données que nous avions? Je me rappelle que dans certains cours d'histoire, on nous présentait que dans certaines périodes d'évolution de notre monde, sans aller trop loin, une période de famille importante pendant le Moyen-Âge et tout cela, était donc représentatif de dérangements climatiques. Est-ce que cela peut être intégré ou qui ne va pas un peu peut-être à l'encontre des prévisionnels par rapport à votre base de données constituée, qui n'est pas très très éloignée, puisque c'est un peu maximum 2 siècles, quoi. Même pas. Voilà. Merci. Sophie, Valérie Masson-Delmotte. Oui, merci beaucoup. Alors moi, je suis paléoclimatologue et donc effectivement, nous, on travaille à quantifier, comprendre, évaluer les modèles de climat par rapport à ce qu'on connaît des variations passées. Si on prend les derniers siècles, le principal facteur extérieur de la variabilité du climat, c'est l'occurrence d'éruptions volcaniques majeures. Et puis la variabilité spontanée, l'activité du Soleil joue assez peu. Dans les projections futures, on intègre les cycles de variabilité solaire. On peut faire des tests de sensibilité, par exemple, pour la demande d'énergie ou pour la production alimentaire en cas d'éruption volcanique majeure et d'effets temporaires. Et puis ensuite, on a besoin de grands ensembles de simulations pour explorer par rapport aux tendances dues à l'influence humaine qui sont certaines, en fait, l'accumulation d'énergie dans le système climatique, c'est un fait établi. Comment, en fait, tout le spectre de variabilité spontanée du climat va s'y superposer et provoquer justement les événements extrêmes les plus rares et qui sont le plus grand facteur d'impact. Et je voudrais juste revenir sur le point tout à l'heure. Rapidement, Valérie, rapidement. On est là pour produire des faits, on est là pour les partager, pour faire des ressources pédagogiques. C'est le cas dans les rapports du GIEC. Vous y trouverez plein d'informations sur les climats passés, sur la compréhension que l'on en a, mais aussi pour suivre l'efficacité des politiques publiques. C'est ce que fait le Haut Conseil pour le climat. Je me suis inspirée beaucoup de son rapport 2024 qui est à votre disposition. Et je veux mettre l'accent sur le rôle des groupes régionaux d'experts climat qui ont différentes terminologies, mais qui sont aussi à votre disposition pour justement aller chercher des connaissances qui répondent à vos questionnements, de sorte à construire des réponses qui soient éclairées par les faits. C'est un enjeu, effectivement, de vie démocratique, d'avoir ces espaces d'interaction science et société. Merci Valérie. On va vous libérer pour que vous puissiez enfin regagner vos pénates après cette journée particulièrement chamboulée. Avant de refermer le Zoom qui nous relie, quel serait votre message final à l'Assemblée? 7 choses absolument essentielles à garder en mémoire selon vous au moment de refermer cette table ronde services publics locaux et changement climatique. C'est très simple, se mettre la tête dans le sable et faire comme si ces enjeux de décarbonation et d'anticipation par l'adaptation n'existaient pas. C'est s'exposer à des risques très graves pour les personnes, pour les infrastructures, pour l'économie. Donc il y a des possibilités d'action et il y a un ensemble de solutions qui sont disponibles, qui demandent les capacités à les mettre en œuvre, qui demandent de nouvelles compétences, qui demandent de renforcer la formation, notamment pour porter l'adaptation au changement climatique. Et je pense que la FNCCR joue un rôle extrêmement important pour justement renforcer ses compétences et être capable de porter cette transformation. Merci infiniment Valérie Masson-Delmotte. On va déjà vous applaudir, comme ça on peut vous libérer. Voilà.
Au plaisir de vous rencontrer, et je sais que ça a déçu beaucoup de monde dans la salle et même beaucoup de monde sur scène. Au plaisir de vous rencontrer en chair et en os une prochaine fois, Valérie. À bientôt. Voilà. Même question pour vous, Éric Farabaud, votre takeaway, votre petit message à emporter à l'heure de boucler la table ronde. Oui, mais on l'a vu, le changement climatique, ça mobilise beaucoup le réseau. On sait que la transition énergétique le nécessite, mais ce n'est pas qu'un problème de transition énergétique. C'est aussi un problème de sécurité d'approvisionnement, de continuité d'approvisionnement, de sécurité. On l'a vu avec l'exemple un peu anecdotique peut-être que je présentais, mais donc tout ce qui est anecdotique. Non, mais tout ce qui est adaptation des infrastructures, c'est pas seulement pour accueillir des énergies renouvelables, du nouveau nucléaire, etc. C'est un moyen qui sert une fin. C'est aussi un renouvellement nécessaire pour la sécurité, pour la continuité d'alimentation. Et donc là, c'est le message un peu aux collectivités pour faciliter aussi l'acceptation de ces travaux et de ces renouvellements d'infrastructures. Sophie Martinoni-Lapierre, peut-être dans la continuité de ce que Valérie Masson-Delmotte nous déposait. Ouais. Mon conseil rapide serait de vraiment s'intéresser aux données de prospective du climat dans votre territoire, de se saisir de cette information et de tester vos stratégies d'adaptation par rapport à celle-ci. Voilà, c'est possible, il y a des outils pour le faire et des portes auxquelles sonner aussi pour avoir du soutien de l'accompagnement. Et votre démonstration était très claire à cet égard. Agathe Zen ? Oui, évoquer le fait qu'on est dans un processus de changement global et que tout est connecté. C'est-à-dire qu'on va agir sur quelque chose, ça aura un impact sur autre chose. Donc envisager les choses de façon complètement systémique et interdépendante. Donc interdisciplinaire, intersectorielle, interservice, etc. S'inscrire dans une échelle de territoire, donc en tenant compte des singularités pour des réponses qui soient les mieux adaptées à un moment donné et l'agilité qui permettra de les faire évoluer en fonction justement de ces trajectoires qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça nécessite un réel changement de paradigme, c'est-à-dire que les humains doivent s'adapter aux ressources et pas considérer que les ressources sont absolument infinies et illimitées. Mais pour se déployer et vivre de façon harmonieuse, on a de nouvelles façons de vivre et d'habiter la Terre. Sort de l'anthropocentrisme. Merci Agathe pour cette remarque en forme de recommandation. Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier de la FNCCR, pour conclure cette table ronde, Xavier Nicolas, beaucoup de choses ont été dites. Qu'en gardez-vous ? Alors, je dirais que avec mes collègues présents dans la salle, je le disais tout à l'heure, et par rapport à la question qui a été posée, et compte tenu des événements que nous traversons en ce moment, la gestion des collectivités, ce n'est pas de la politique théâtre. C'est véritablement la gestion des services aux concitoyens. On a parlé de l'énergie, de l'eau, mais c'est vrai de l'assainissement, c'est vrai des équipements culturels, sportifs, scolaires, des routes, de la vie quotidienne des gens. Donc on n'est pas du tout dans le théâtre, on est dans le concret. Et si on n'était pas dans le concret, ça se verrait vite et on ne serait pas longtemps en fonction. Et à la lumière de ce que nous venons d'échanger tous ensemble, effectivement, nous sommes au cœur de la gestion d'un certain nombre d'infrastructures et nous avons l'ardente obligation d'arrêter en fait, d'arrêter un constat sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la résilience de nos réseaux, que ce soit des réseaux secs ou des réseaux d'eau, d'assainissement, par rapport aux aléas climatiques que nous connaissons dorénavant, et arrêter des plans pluriannuels d'investissement pour justement pallier à toutes les difficultés que ces aléas peuvent entraîner. Et c'est le travail que nous faisons. Voilà, je dirais avec humilité, mais, je l'ai dit tout à l'heure, avec pédagogie, lorsqu'on a besoin effectivement d'échanger avec nos concitoyens ou leur expliquer que l'eau va coûter un peu plus cher parce que voilà ce que nous vivons et nous devons prendre telle décision. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Xavier Nicolas. Merci à vous tous sur scène. Valérie n'est plus avec nous, mais on a déjà eu l'occasion de la remercier. Merci à vous pour votre écoute attentive et vos questions intéressantes. Je vous laisse prendre quelques minutes de pause avant peut-être d'enchaîner avec une autre table ronde cet après-midi. Je vous donne rendez-vous peut-être ce soir pour la soirée des collectivités si vous restez avec nous. Et puis demain et vendredi, ce 39e congrès de la FNCCR continue et se poursuit. Au plaisir de vous recommander
recroiser dans les couloirs. Merci, bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup.